J'étais sur le point de céder mon entreprise à mon fils. Ma belle-fille m'a tendu un café avec un sourire. La femme de ménage m'a accidentellement bousculé et a chuchoté « Ne buvez pas, faites-moi juste confiance ». J'ai secrètement échangé les tasses avec ma belle-fille. 5 minutes plus tard. Elle a fait une réaction. Ils pensaient être si malins. Ils ont fait de leur mieux pour me détruire, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La justice allait être rendue. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite dans cette ambulance, laissez un commentaire et dites-le moi, d'où regardez-vous cette vidéo? J'ai besoin de savoir que cette histoire atteint les personnes qui ont besoin de l'entendre. Je m'appelle Vincent Callahan et, à 69 ans, je pensais avoir vu tous les types de trahisons que le monde des affaires pouvait offrir. J'avais tort. La pire des trahisons m'attendait chez moi, déguisée en réunion de famille, un mardi matin d'octobre. J'avais fait de la Callahan Development Corporation un empire immobilier de 22 millions de dollars, ici même à Greenwich, dans le Connecticut. La maison de style colonial sur Round Hill Road était la nôtre, à Eleanor et moi, depuis 30 ans. Elle était partie depuis 10 ans maintenant. Mais, certains matins, je m'attendais encore à la trouver dans la cuisine. Marcus, notre seul enfant, travaillait dans l'entreprise depuis 5 ans. Il n'était pas exceptionnel, mais c'était la famille. Cela devait compter pour quelque chose. Ce matin-là, Dorothy Palmer avait déjà préparé mon café. Elle était notre gouvernante depuis 20 ans, calme et efficace. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Ses mains tremblaient alors qu'elle disposait le service à café. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers la fenêtre. « Tout va bien, Dorothy ?» ?»« Oui, monsieur Callahan. » Trop tendu, trop contrôlé. Marcus avait appelé la veille au soir. « Papa, nous devons discuter du plan de succession. » Il est temps. Il avait 42 ans, marié à Lillian Sharp, qui avait une formation en chimie acquise dans une entreprise pharmaceutique. Elle nous avait rejoints en tant que directrice marketing il y a 2 ans. Ils sont arrivés à 10 heures précises. Marcus dans un costume coûteux. Lillian portant des pâtisseries et un porte-gobelet isotherme avec 3 tasses de café. « Bonjour, papa. » Marcus m'a embrassé sur la joue. De façon purement formelle, comme toujours. Lillian a apporté ta torréfaction noire préférée, de ce nouvel endroit sur Newbury Street. Étrange. Le café de Dorothy était déjà prêt, dans ma tasse en porcelaine bleue préférée. Mais Lillian disposait les nouvelles tasses, souriant avec ce sourire répété maintes fois. « Tu es si attentionné », ai-je dit en acceptant la tasse. Elle avait une odeur différente, légèrement amère. Nous nous sommes installés dans mon bureau. Marcus a étalé des documents sur le bureau. « Nous avons besoin que tu signes ça aujourd'hui, papa. » Juste des formalités. J'ai tendu la main vers mon café. Lillian observait avec une intensité qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'est à ce moment-là que Dorothy est apparue à côté de mon fauteuil, portant un plateau de documents. Elle a trébuché, maladroite d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Le plateau a cliqueté, les papiers se sont éparpillés. Sa bouche s'est soudainement trouvée près de mon oreille. « Ne le buvez pas, monsieur », a-t-elle chuchoté. « S'il vous plaît, faites-moi juste confiance. » Sa main a heurté mon bras. Le café s'est renversé sur le bureau en acajou. Marcus a juré. Dorothy s'est excusée abondamment, renversant encore d'autres choses. Dans le chaos, Lillian a attrapé l'une des tasses. Je ne pouvais plus dire laquelle, et elle a bu une longue gorgée. « Bon sang, Dorothy », a claqué Lillian. « Je suis tellement désolé, Madame Callahan. » Mais Dorothy me regardait moi, pas Lillian. Ses yeux exprimaient du soulagement. 5 minutes de nettoyage. Marcus irrité par les documents ruinés. Lillian tamponnant des taches de café sur son blazer. L'avertissement de Dorothy résonnait dans ma tête. Ne le buvez pas. Faites-moi confiance. Puis, Lillian a pâli. C'est arrivé vite. Un instant, elle se plaignait du nettoyage à sec. L'instant d'après, elle vacillait sur sa chaise. Je me sens bizarre, chérie. Marcus s'est avancé vers elle. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai le vertige. Tout tourne. Elle a essayé de se lever, mais ses jambes se sont dérobées. Elle s'est effondrée et je l'ai vue. Le tremblement de ses mains, la sueur sur son front, ses pupilles contractées comme des têtes d'épingle.
Appelle le 911. Marcus avait déjà sorti son téléphone, mais sa voix semblait répéter. Oui, ma femme, elle s'est effondrée. Le corps de Lilian s'est rigidifié. Elle a convulsé en arrière, se cambrant, la tasse de café se brisant au sol. Dorothy a agi vite, la tournant sur le côté. Je me suis agenouillé près d'eux, mon cerveau essayant de comprendre. Intoxication alimentaire? AVC? Mais l'avertissement de Dorothy continuait de résonner. Ne le buvez pas. Ce café. Celui que j'étais censé boire. Celui que Lilian avait attrapé par erreur. L'ambulance est arrivée 6 minutes plus tard. Les ambulanciers ont travaillé vite, question, intraveineuse, brancard. Ils ont roulé Lilian vers la porte. J'ai observé le visage de Marcus quand il pensait que personne ne regardait. J'avais passé 42 ans à apprendre à lire les gens. C'était comme ça que j'avais bâti un empire. Ce que j'ai vu n'était pas de la peur pour sa femme mourante. C'était du calcul. Les ambulanciers travaillaient vite, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était Marcus en face de moi. Le téléphone pressé contre son oreille, la voix se brisant exactement aux bons endroits. Je ne sais pas ce qui s'est passé, disait-il. Elle s'est juste effondrée. Mais je continuais d'entendre le murmure de Dorothy. Ne le buvez pas, monsieur. L'entrée des urgences de l'hôpital de Greenwich était à 5 km de la maison. Les portes automatiques se sont ouvertes avec un sifflement. Ils ont emmené Lilian directement dans une salle de traumatologie. Un médecin est apparu. Fin de la quarantaine, cheveux noirs tirés en arrière. Son badge indiquait « Dr Judith Martin, médecine d'urgence ». Que s'est-il passé, a-t-elle demandé. Marcus a commencé à parler. Café, effondrement, convulsion. Il était doué pour ça. 42 ans, et je n'avais jamais réalisé à quel point mon fils était un acteur talentueux. Des allergies connues? Le docteur Martin examinait la forme inerte de Lilian. Aucune, a dit Marcus. Ses pupilles sont sévèrement constrictées. Le rythme cardiaque est irrégulier. Elle a regardé une infirmière. Bilan toxicologique complet, formule sanguine, ionogramme, et ajouter les niveaux d'arsenic. Arsenic. Arsenic? La surprise de Marcus semblait authentique. Il couvrait ses arrières. Mais l'expression du docteur Martin me disait qu'elle savait déjà. Elle s'est tournée vers moi. Vous étiez là quand c'est arrivé? Nous prenions un café dans mon bureau. Ma gouvernante l'a renversé. Il y a eu de la confusion. Lilian a bu dans l'une des tasses. Quelle tasse vous était destinée, monsieur Callahan? La question a atterri comme un coup de poing. Je ne sais pas. C'est arrivé si vite. Je demande des analyses de sang pour vous aussi. Si ce café vous était destiné. Elle n'a pas fini sa phrase. Un officier de police est arrivé pendant qu'on me prélevait du sang. Officier Rodriguez. Signalement obligatoire, a expliqué le docteur Martin. Un soupçon d'empoisonnement nécessite la notification des forces de l'ordre. Marcus a bougé sur sa chaise. Empoisonnement? C'est insensé. Personne ne lui a répondu. Les résultats sont revenus 90 minutes plus tard. Le docteur Martin est revenu avec une tablette et une expression qui me disait tout. Votre belle-fille souffre d'un empoisonnement aigu à l'arsenic. Dose létale. Elle est dans un état critique. Mes mains sont restées stables. La formation aux affaires. Ne jamais montrer de faiblesse. Et moi? Vous avez une exposition chronique à l'arsenic, monsieur Callahan. Un empoisonnement constant à faible dose sur environ 3 mois. Nous commençons la thérapie par chélation immédiatement. 3 mois, juillet, août, septembre. La fatigue que j'avais mise sur le compte de l'âge, la nausée que j'avais attribuée au stress, la confusion pendant les réunions du conseil d'administration. Quelqu'un me tuait à petit feu. Aujourd'hui devait être le jour où cela fonctionnerait enfin. Qui a accès à votre nourriture et à vos boissons, a demandé le docteur Martin. Mon fils, sa femme, ma gouvernante. Le détective voudra parler à chacun d'entre eux. À travers la fenêtre de la salle de consultation, je pouvais voir Marcus dans le couloir. Téléphone sorti, les doigts bougeant rapidement sur l'écran, envoyant des SMS, détruisant des preuves. Peut-être lui avais-je tout appris sur les affaires, comment lire un bilan, négocier un contrat,
repérer une faiblesse. Mais je lui avais aussi appris, sans le vouloir, comment cacher ce que l'on ressentait vraiment, comment jouer un rôle. Il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. Pendant juste une seconde, son masque a glissé. Pas de culpabilité, pas de peur. Juste ce même calcul, comme s'il résolvait un problème, planifiant son prochain coup. Mon fils, le garçon que j'avais élevé, l'homme pour qui j'avais bâti un héritage. J'étais un homme d'affaires depuis 40 ans. J'avais survécu aux krachs boursiers, aux OPA hostiles, aux récessions. Je connaissais la différence entre la malchance et un sabotage délibéré. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Prémédité, méthodique, patient. Et en regardant mon fils à travers cette vitre de l'aile des urgences de l'hôpital de Greenwich, une pensée ne cessait de résonner dans mon esprit, j'étais censé être mort. J'ai trouvé Dorothy le lendemain matin, dans la chapelle de l'hôpital. Elle était seule, au dernier rang, un chapelet entre les mains, les larmes coulant sur son visage. Elle a levé les yeux quand mes pas ont résonné sur la pierre. « Monsieur Callahan, je suis tellement désolé. » Je me suis assis à côté d'elle. La chapelle sentait l'encaustique et les vieux livres de cantiques, une odeur qui signifiait Éléanore. Les dimanches matins, une vie qui semblait impossiblement lointaine. Vous m'avez sauvé la vie, Dorothy. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Ses mains tremblaient. Je l'ai vue il y a 6 semaines. Madame Lilian, dans la cuisine avant le petit déjeuner. Elle avait une fiole, un liquide clair. Elle a mis des gouttes dans votre café, a remué. Elle est partie comme si de rien n'était. Elle a sorti un petit carnet à spirale de son sac à main. À l'intérieur, 3 mois d'écriture soignée. Date, heure, observation. 15 juillet, monsieur C se plaint de nausées. Madame L dans la cuisine seule à 6h30. 3 août, monsieur C a des vertiges pendant un appel téléphonique. Café préparé par Madame L et 10 septembre, monsieur C confus en réunion du conseil. Madame L a fait le café ce matin-là. Vous étiez de plus en plus malade, a dit Dorothy, seulement les jours où elle était là tôt, quand elle insistait pour aider avec le petit déjeuner. Son téléphone montrait des photos, floues mais assez claires. Lilian à mon comptoir de cuisine. Une petite fiole à la main. Une autre, le sac de Lilian ouvert, la fiole visible à l'intérieur. Je les ai enregistrés en train de parler aussi. Mon téléphone dans la poche de mon tablier. Le son est terrible, mais on peut entendre. Elle a passé l'audio, étouffé, lointain, comme si on écoutait sous l'eau, mais je pouvais distinguer les voix. Marcus et Lilian, quelque part dans ma maison. La dose finale, la voix de Lilian, quand il signera le transfert de l'entreprise, Marcus. Un autre enregistrement d'il y a une semaine, les symptômes sont parfaits. On a juste besoin qu'il nous fasse confiance une dernière fois. Je me suis assis sur ce banc de chapelle, écoutant mon fils comploter mon meurtre. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit, ai-je demandé. Vous l'aimiez tellement. Vous étiez si fier. J'avais peur que vous ne me croyiez pas. Que vous me renvoyiez et qu'alors je ne pourrais plus vous protéger. Sa voix s'est brisée. Il y a 20 ans, ma fille a eu besoin d'une opération. Neuroblastome stade 3. L'assurance ne couvrait pas le traitement expérimental. Vous avez tout payé. 400 000 $. Vous lui avez sauvé la vie. Elle m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. Je ne pouvais pas les laisser vous tuer. Je vous devais la vie de mon enfant. Vous ne me deviez rien. Je vous devais tout. La porte de la chapelle s'est ouverte. Une femme au début de la cinquantaine, costume pratique, badge à la ceinture. Vincent Callahan? Je suis le détective Karen Bradford, police de Greenwich. Le docteur Martin a dit que vous pourriez être ici. Nous sommes passés dans une salle de consultation. Bradford a tout enregistré. Dorothy a montré le carnet, les photos, a fait écouter l'audio. Ses mains ont tremblé tout le long. Madame Palmer, pourquoi n'avez-vous pas signalé cela plus tôt? J'avais peur. Monsieur Marcus a menacé de me renvoyer 2 fois le mois dernier. Il a dit que j'étais trop fouineuse. Je pensais que si je les accusais sans preuve. Mais vous avez rassemblé des preuves. Je le devais. Bradford a étudié les preuves, écouté les enregistrements 3 fois, et m'a finalement regardé. Monsieur Callahan, sur la base de ces preuves,
votre fils pourrait être impliqué dans une conspiration pour commettre un meurtre. Nous aurons besoin de mandats de perquisition pour votre domicile, la résidence de votre fils, son bureau. Elle a fait une pause. Y a-t-il autre chose que vous ne nous avez pas dit? J'ai pensé aux caméras. Celles que j'avais installées il y a 3 semaines, quand mon instinct d'homme d'affaires me disait que quelque chose n'allait pas. Les caméras qui avaient tout capturé. Pas encore, ai-je dit. Les yeux de Bradford se sont plissés. Elle savait que je cachais quelque chose. Quand vous serez prêt, nous aurons besoin de tout savoir. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. Le détective Bradford avait besoin de tout savoir. J'ai installé des caméras de sécurité cachées il y a 3 semaines, ai-je dit. Nous étions de retour dans la salle de consultation. Le stylo de Bradford s'est arrêté au milieu d'une note. Vous avez quoi? Surveillance professionnelle, vidéo et audio. Mon bureau et mon salon. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela hier? J'avais besoin d'être sûr que je pouvais vous faire confiance. J'avais appelé mon avocat, je savais où j'en étais légalement. Je vous le dis maintenant. Pourquoi des caméras tout court? Marcus insistait trop pour cette réunion. Il a appelé 3 fois en une semaine. L'inquiétude de Lilian pour ma santé semblait répétée. J'ai fait une pause. Je lis les gens depuis 40 ans, détective. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Je voulais la preuve que j'étais juste paranoïaque. Et l'étiez-vous? Non. 2 heures plus tard, nous examinions les images sur un ordinateur portable. Horodatage, 2 semaines avant l'incident. Mon bureau. Marcus et Lilian seuls. Lilian tenait une fiole. C'est la dose finale. Tu es sûr de la quantité, a demandé Marcus. Ça causera un arrêt cardiaque en quelques heures. Le temps que quelqu'un teste l'arsenic, il sera trop tard. Et ça ne sera pas tracé. Oh, l'arsenic imite parfaitement l'insuffisance cardiaque. Le coroner verra exactement ce que nous voulons. Elle a souri. Froid, clinique. Une fois qu'il signe le transfert de l'entreprise, nous le faisons ce matin-là. Ensuite, c'est à nous. 22 millions plus l'assurance. Plus d'images. Des jours de planification, calcul de dosage, alibi, Marcus parlant de vendre l'entreprise immédiatement, de déménager quelque part au chaud. Lilian recherchant des pays sans traité d'extradition. Quand le dernier clip s'est terminé, je me suis adossé. J'avais regardé ça chaque nuit pendant 2 semaines, continuant d'espérer qu'il changerait d'avis, que mon fils se souviendrait de l'honneur, de la loyauté. Ma voix s'est brisée. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi ne les avez-vous pas confrontés? Parce que j'avais besoin de preuves, et parce que je l'aimais trop pour y croire, jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. Bradford a passé des appels, obtenu des mandats. Les perquisitions ont eu lieu le lendemain matin. Ils ont trouvé la fiole d'arsenic dans le bureau de Lilian, cachée dans un tiroir verrouillé. La police scientifique financière a tracé 500 000 $ déplacés des comptes de l'entreprise vers les comptes personnels de Marcus sur 8 mois. De petits virements soigneusement structurés pour éviter les alertes. Puis les polices d'assurance, 7 millions de $ sur ma vie, Marcus comme bénéficiaire, souscrite il y a 8 mois, au moment où le détournement de fonds a commencé, quand Lilian a commencé à poser des questions sur ma santé, mon stress, mon régime alimentaire. Bradford a appelé ce soir-là. Nous les amenons tous les deux demain. Les preuves sont accablantes. Et Lilian? Nous l'interrogerons quand elle sera stable. Elle a fait une pause. Monsieur Callahan, votre testament actuel laisse-t-il tout à Marcus? J'ai regardé par la fenêtre de mon hôtel. J'avais quitté la maison. Je ne pouvais plus y dormir. Plus maintenant. Je l'ai changé il y a 2 semaines, le jour après avoir vu ces images. Changé comment? Si Marcus me trahit, il n'hérite de rien. Tout va à une fondation pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées. Bradford est restée silencieuse. Donc votre fils a essayé de vous assassiner pour un héritage qu'il ne recevrait jamais. Oui. Le sait-il? Pas encore. J'ai souri sans humour. Mais il le saura. Jour 4. Mon avocat a glissé un document sur la table vers le détective Bradford. Le codicile est daté de 2 semaines avant l'incident, a-t-il dit. Bradford a lu à haute voix, si mon fils, Marcus Callahan,
est reconnu coupable d'avoir commis une trahison par la violence, le vol, la fraude ou une tentative de préjudice, la totalité de ma succession sera placée en fiducie pour la Fondation Callahan pour la protection des aînés. Elle m'a regardé. Vous avez écrit ça le jour après avoir vu les images. Oui. Je ne pouvais pas le laisser hériter de ce pourquoi il était prêt à me tuer. Donc il vous a assassiné pour 22 millions de dollars qu'il ne recevrait jamais. C'est ça l'ironie. Il a détruit sa vie pour rien. Le téléphone de Bradford a sonné. Elle est sortie, et revenue quelques minutes plus tard. Une femme vient d'entrer au poste de police de Greenwich. Lisa Anderson, elle travaillait avec Lillian chez Bellingham Pharmaceuticals. Elle dit que de l'arsenic a disparu de leur laboratoire il y a 6 mois. 6 mois avant même que l'empoisonnement ne commence. Lisa Anderson avait 43 ans, la nervosité et la culpabilité sur son visage. J'aurais dû le signaler plus tôt. Dites-nous ce qui s'est passé, a dit Bradford. En mars dernier, notre inventaire a montré que du trioxyde d'arsenic manquait, peut-être 50 grammes. Lillian posait des questions étranges. Combien de temps l'arsenic reste détectable? Quel test le montre? Si l'insuffisance cardiaque masque l'empoisonnement? Elle m'a regardé. Quand j'ai vu sa photo aux informations, j'ai su que c'était elle. Les images de sécurité de Bellingham montraient Lillian dans la zone de stockage restreinte le 15 mars. 2 minutes à l'intérieur, ressortant avec les poches de sa blouse de laboratoire plus pleines qu'avant. Cela prouve la préméditation, a dit Bradford. 6 mois de planification. L'arrestation a eu lieu 2 semaines plus tard. Bradford a appelé après. Nous avons arrêté Marcus à 6 heures. Il a demandé à vous voir. Qu'a-t-il dit? Il voulait que vous veniez. Lui parler. Je n'ai rien dit. Lillian a été transférée de l'hôpital à la prison du comté. Tous deux inculpés de complot pour commettre un meurtre, tentative de meurtre, détournement de fonds, vol de substances contrôlées. Caution refusée pour les deux. Le procès est probablement dans 6 mois. Son avocat essaiera de blâmer Lillian, ai-je dit. Je sais, mais les caméras ne mentent pas. 6 mois plus tard, je suis entré à la Cour supérieure de Stanford. La salle d'audience était bondée, médias, dessinateurs d'audience, spectateurs attirés par les gros titres. Le fils qui a empoisonné son père pour des millions. Marcus était assis à la table de la défense dans un costume que je lui avais acheté à Noël dernier. Son avocat, Richard Holloway, lui a chuchoté quelque chose. Marcus a hoché la tête. Puis il m'a vu, a essayé d'arranger son visage en une expression de remords, mais j'avais regardé ses enregistrements de caméra trop de fois. Je savais à quoi ressemblait le vrai Marcus. L'huissier a parlé, levez-vous. La Cour supérieure du Connecticut est maintenant en session. L'honorable Patricia Morrison préside. La juge a pris place. Le jury est entré, 12 visages qui allaient décider du sort de mon fils. La procureure Rachel Thornton s'est levée. Votre honneur, l'État est prêt. Commençons. Alors que Thornton exposait les charges, l'empoisonnement systématique, le détournement de fonds, la fraude à l'assurance, je pensais à ces caméras cachées, aux images que le jury allait voir. Marcus et Lillian complotant ma mort de leur propre voix. Mon fils avait passé 8 mois à planifier mon meurtre, volé un demi-million de dollars, souscrit 7 millions en assurance vie, m'avait lentement empoisonné pendant 3 mois, et ce dernier jour, il m'avait tendu un café avec un sourire, sachant qu'il était destiné à me tuer. Tout ça pour un héritage qu'il ne recevrait jamais. Le codicile que j'avais écrit garantissait que chaque dollar qu'il avait essayé de voler, chaque actif pour lequel il avait tué, irait à la protection d'autres familles contre des gens comme lui. Marcus voulait mon héritage. Maintenant, mon véritable héritage était de m'assurer que d'autres fils n'assassinent pas leur père. J'ai regardé le jury. 12 étrangers qui allaient entendre les preuves, voir les images, apprendre la vérité. La justice était sur le point d'être rendue. Jour 3. La salle d'audience s'est assombrie alors que la procureure Rachel Thornton lançait la vidéo. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'entendre les accusés, avec leurs propres mots, planifier un meurtre, en rire. L'écran s'est allumé, haut de 6 mètres. Mon bureau, Marcus et Lillian. 2 semaines avant l'empoisonnement. La voix de Marcus a rempli la pièce. J'ai hâte que le vieux soit parti. Cette entreprise aurait dû être à moi il y a des années. Je me suis forcé à regarder.
Le jury avait besoin de voir ma réaction, de savoir que même maintenant, cela me détruisait de l'entendre. Lilian à l'écran, ses analyses de sang montreront juste une insuffisance cardiaque. Le crime parfait. Un juré a halté. D'autres se sont penchés en avant. Un autre clip. Marcus riant. Demain matin. Le soir, nous serons millionnaires. Les rires. C'est ce qui a brisé l'ambiance de la salle. Pas seulement les mots, mais la joie dans sa voix. Le bonheur à l'idée de ma mort. Une jurée a couvert sa bouche. Un autre a secoué la tête, fixant Marcus. Marcus gardait les yeux baissés. Il ne voulait pas se regarder comploter un meurtre. 10 minutes d'image, discussion sur le dosage, le timing, ce qu'ils achèteraient avec l'argent de l'assurance. Quand les lumières se sont rallumées, la salle d'audience semblait plus lourde, comme si tout le monde avait été témoin de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas oublier. L'accusation appelle Dorothy Palmer. Dorothy a marché vers la barre dans une robe bleu marine, les mains jointes. Quand elle a juré de dire la vérité, sa voix tremblait. « Madame Palmer, combien de temps avez-vous travaillé pour Vincent Callahan » 20 ans. Thornton a approché doucement. « Avez-vous observé quelque chose d'inhabituel concernant le comportement de Lilian Callahan » Dorothy a décrit ce matin-là, 6 semaines auparavant. Lilian avec la fiole, les gouttes dans mon café, ma santé déclinante. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit immédiatement à Monsieur Callahan? Parce qu'il aimait tellement son fils. J'avais peur qu'il ne me croie pas. Que Marcus me renvoie et que je ne puisse plus le protéger. Donc, vous avez rassemblé des preuves. J'ai pris des photos, fait des enregistrements, tout écrit. Je devais le prouver. Je devais le sauver. Vous lui avez sauvé la vie ce matin-là. Je ne pouvais pas les laisser le tuer. Des larmes coulaient sur son visage. Il a sauvé la vie de ma fille il y a 20 ans. Je lui devais tout. La salle d'audience a éclaté en applaudissements. La juge Morrison l'a permis brièvement avant d'appeler au calme. Dorothy a essuyé ses yeux, embarrassée. Marcus a levé les yeux, a fixé Dorothy avec haine. L'accusation appelle Lisa Henderson. Lisa a pris la barre, a expliqué à propos de Bellingham Pharmaceuticals, l'arsenic manquant en mars dernier. Les questions de Lilian sur les méthodes de détection, les symptômes d'empoisonnement. Vous avez vu les images de sécurité? Oui, Lilian dans le stockage restreint. Les poches de sa blouse étaient pleines quand elle est partie. Qu'avez-vous pensé quand vous avez vu les nouvelles? J'ai su que j'aurais dû parler plus tôt. D'autres témoins. Un analyste financier a tracé le détournement de 500 000 $ sur 8 mois. Un enquêteur d'assurance a trouvé les polices de 7 millions de dollars avec Marcus comme bénéficiaire. Chaque pièce s'appuyait sur la précédente. Systématique, méthodique, 8 mois de planification, de vol, d'empoisonnement. L'accusation a terminé, votre honneur. La juge Morrison s'est tournée vers la défense. Monsieur Holloway. Richard Holloway s'est levé. Costume coûteux. Confiance répétée. Votre honneur, la défense démontrera que Marcus Callahan a été manipulé par une femme ayant une expertise en chimie et en psychologie. Qu'il était une autre victime du stratagème de Lilian Callahan. J'ai regardé le jury. Il venait de regarder Marcus rire de ma mort. De l'entendre dire que l'entreprise aurait dû être la sienne. De l'écouter planifier comment dépenser l'héritage. Holloway allait tout mettre sur le dos de Lilian. Peindre Marcus comme faible, manipulé, effrayé. Mais les caméras ne mentaient pas, et le jury avait vu la vérité. Holloway se tenait devant le jury, la voix sincère. Marcus Callahan n'est pas un monstre. C'est un homme qui est tombé sous l'influence d'une manipulatrice sophistiquée. Une femme avec une expertise en chimie, en psychologie, quelqu'un qui savait exactement comment le contrôler. Il avait peur. Peur de la refuser. Peur de ce qu'elle pourrait faire. La procureure Thornton s'est levée pour la réfutation. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. La défense veut vous faire croire que Marcus Callahan était une victime. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble une victime. Elle a repassé les images. Juste un clip. Le visage de Marcus remplissant l'écran. J'ai hâte que le vieux soit parti. Thornton a mis sur pause. Est-ce que cela ressemble à de la peur? À quelqu'un qu'on force? Elle en a joué un autre.
Cette entreprise aurait dû être à moi il y a des années. Est-ce que cela ressemble à de la manipulation ou à un sentiment de droit? Elle a laissé le silence s'installer. Mesdames et messieurs, les caméras nous montrent la vérité. Marcus Callahan n'a pas été manipulé. Il était impatient. Il était consentant. Il était avide. Et la seule chose qu'il regrette, c'est de s'être fait prendre. Les visages du jury disaient tout. Puis vint mon tour. J'ai marché vers la barre des témoins, juré de dire la vérité, regardez le jury, 12 étrangers qui allaient décider du sort de mon fils. Je m'appelle Vincent Callahan. Marcus est mon seul enfant. Ma voix restait stable. La formation aux affaires. Mais mes mains tremblaient. Je l'ai élevé pour qu'il valorise l'honneur, l'intégrité, la loyauté familiale. Quelque part en chemin, j'ai échoué. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai échoué. J'ai fait une pause, regardé Marcus. Il fixait la table. Le poison n'était pas la pire partie. C'était de le voir me sourire tous les jours pendant qu'il planifiait mon meurtre. M'asseoir en face de lui au petit déjeuner, discuter des affaires, croire que nous bâtissions quelque chose ensemble. Et pendant tout ce temps, il me tuait lentement, délibérément. Ma voix s'est brisée. J'ai installé ces caméras en espérant avoir tort, en priant pour que mon fils se souvienne des valeurs que j'ai essayé de lui enseigner, qu'il choisisse l'amour plutôt que l'argent. J'ai avalé difficilement. Il a choisi l'argent à chaque fois. Je me suis tourné pour faire face à Marcus directement. Il a enfin levé les yeux. Marcus, tu n'as pas seulement essayé de tuer mon corps. Tu as tué le père qui t'aimait. Cet homme est parti. Il est mort au moment où j'ai vu ces images, et il ne reviendra jamais. La salle d'audience était silencieuse. Je suis retourné à ma place. J'ai ressenti chaque année de mes 69 ans dans cette marche. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, leur visage me disait tout avant que la présidente ne parle. Sur l'accusation de complot pour commettre un meurtre au premier degré, nous déclarons l'accusé, Marcus Callahan, coupable. Les épaules de Marcus se sont affaissées. Sur l'accusation de tentative de meurtre au premier degré, coupable. Sur l'accusation de détournement de fonds, coupable. Pour Lilian, la même chose. Coupable. 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 La voix de la juge Morrison était formelle. Finale. Marcus Callahan. Lilian Callahan. Vous avez été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. C'est le jugement de cette cour que vous soyez condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mon fils mourait en prison. Ils lui ont passé les menottes. L'ont conduit vers la porte. Il m'a regardé une fois. Juste une fois. J'attendais quelque chose. Des remords. Du chagrin. Une reconnaissance de ce qu'il avait détruit. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de la rage. Pas de la culpabilité pour ce qu'il avait fait. Juste de la fureur que son plan ait échoué. Mon fils était parti. Il était parti bien avant que Dorothy ne renverse ce café. 3 semaines après le verdict, mon avocat a exécuté le testament pour lequel Marcus avait essayé de me tuer. Tous les actifs de la succession Callahan, l'entreprise de développement de 22 millions de dollars, la propriété de Greenwich, les portefeuilles d'investissement, les avoirs immobiliers commerciaux, ont été transférés dans une fiducie irrévocable, la Fondation Callahan pour la protection des aînés. Marcus n'a rien eu. Quand l'aumônier de la prison l'en a informé, ils ont dit qu'il avait détruit sa cellule, jeté son lit contre les barreaux, hurlé jusqu'à ce que les gardes le maîtrisent. Ils l'ont mis en isolement pendant 72 heures. L'aumônier m'a rendu visite une semaine plus tard. Courtoisie professionnelle, a-t-il dit. Il pensait que je devrais savoir que Marcus, assis seul dans cette cellule vide, avait chuchoté pour lui-même, je l'ai tué pour rien. Il n'y aurait pas d'arc de rédemption pour mon fils. Lilian a déposé un appel en juin. La Cour suprême du Connecticut l'a rejeté sans commentaire. Elle reste en sécurité maximale à l'institution correctionnelle de York, purgeant une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai vendu la maison de Greenwich début mai. Trop de fantômes, ai-je dit à l'agent immobilier. Elle a hoché la tête, comprenant plus que ce que j'avais dit. Tout le monde à Greenwich connaissait l'histoire à ce moment-là. Le poison, la gouvernante, les caméras cachées,
le fils qui avait choisi le meurtre plutôt que l'amour. J'ai établi le siège de la fondation au centre-ville de Stanford, 300 mètres carrés d'espace de bureaux modernes avec une conception accessible, un éclairage chaleureux et un mur de mission affichant nos valeurs fondamentales. Pas un manoir. Un espace de travail, un endroit où les survivants pouvaient franchir la porte et se sentir en sécurité. Notre mission était simple, protéger les Américains âgés contre les abus, l'exploitation financière, les préjudices physiques, la manipulation émotionnelle, la négligence, surtout lorsque l'agresseur était de la famille. Nous offrions une aide juridique, un soutien aux enquêtes, un logement sur d'urgence, des services de conseil et de défense des droits. Dorothy Palmer est devenue notre directrice générale. La femme qui m'avait servi du café et des toasts pendant 20 ans dirigeait maintenant une équipe de 9 professionnels, 3 avocats, 2 travailleurs sociaux, 2 enquêteurs, un chef de bureau et un coordinateur de proximité communautaire. Elle m'avait sauvé la vie en renversant une tasse de café empoisonnée. Maintenant, elle construisait des systèmes pour en sauver des centaines d'autres. La transformation était remarquable. Dorothy, qui s'était autrefois effacée devant tout le monde, commandait maintenant des salles de conférence. Elle négociait avec les procureurs, défiait les avocats de la défense, parlait lors de forums communautaires. Sa voix, douce mais inébranlable, portait le poids de quelqu'un qui avait affronté le mal et refusé de détourner le regard. James Mitchell a appelé 2 semaines après le verdict. Nous avions été colocataires à Yale il y a 47 ans, partenaires commerciaux pendant 15 ans et amis à travers chaque saison de la vie. Il avait assisté aux funérailles d'Eleanor. Il avait été au 25e anniversaire de notre entreprise. Et quand Marcus a obtenu son diplôme de l'école de commerce, James avait été là aussi, fier comme n'importe quel oncle. « J'ai entendu ce que tu fais, Vince », a-t-il dit. « Je veux en être. » Il a rejoint notre conseil d'administration et a fait don de $100 000 à notre fonds de démarrage. « Tu sais ce que j'ai appris », a dit James lors de notre première réunion du conseil, regardant autour de la table Dorothy, notre avocate principale Sarah Brown, et notre directeur financier Michael Torres. La famille, ce n'est pas ceux avec qui on est, c'est ceux qui sont présents quand ça compte. Dorothy a croisé mon regard à travers la table de conférence, un léger sourire, une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Nous bâtissions quelque chose de plus grand que la vengeance, plus grand que le chagrin. Nous bâtissions un héritage qui ne pouvait pas être empoisonné. En 3 mois, nous sommes intervenus dans 12 cas. 3 ont abouti à des poursuites pénales. Nous avons récupéré plus de $400 000 d'actifs volés et relogé 7 survivants dans des logements sûrs. Un cas me visite encore dans les moments calmes. Margaret Brennan, 76 ans, bibliothécaire à la retraite de Norwalk. Sa belle-fille avait systématiquement vidé ses comptes pendant près de 2 ans. $200 000 disparus. Le fils de Margaret, travaillant de longues heures à Boston, n'avait aucune idée que sa femme volait sa mère. Quand nous avons présenté les relevés bancaires, les signatures falsifiées, les documents de la société Écran, le fils de Margaret a pleuré. Puis il a appelé la police lui-même. Margaret est venue à notre bureau de Stanford 3 jours après la condamnation de sa belle-fille. Elle a pris mes 2 mains dans les siennes, les larmes coulant sur son visage ridé. « Vous m'avez sauvé la vie », a-t-elle chuchoté. Tout comme Dorothy a sauvé la vôtre. J'ai regardé à travers la pièce où Dorothy se tenait, examinant des formulaires d'admission avec Sarah. Non, ai-je dit doucement. Nous ne faisons que passer le relais. Ce soir-là, Dorothy a apporté 2 tasses de café dans mon bureau. L'arôme riche a rempli l'espace entre le passé et le présent. Poison et sécurité, famille perdue et famille choisie. Elle a posé une tasse devant moi. Vapeur montante, chaleur sans peur. Aux secondes chances, a dit Dorothy. J'ai levé ma tasse pour rencontrer la sienne. À la famille choisie. Nous avons bu ensemble. Survivants et sauveurs. Bâtissant quelque chose de bon à partir de quelque chose de terrible. De l'autre côté de nos fenêtres, les lumières d'automne de Stanford scintillaient contre le crépuscule. Et pour la première fois en 1 an, j'ai ressenti quelque chose que je pensais que Marcus avait tué pour toujours. L'espoir. 18 mois après le verdict, je me tenais dans le bureau de notre fondation au centre-ville de Stanford, regardant le lever du soleil peindre de l'or sur le détroit de Long Island. La fondation Callahan pour la protection des aînés avait aidé 83 familles au cours de sa première année. Nous avions récupéré plus de $3 millions d'actifs volés. Nous avions vu 7 enfants adultes condamnés pour exploitation financière.
Dorothy avait témoigné devant la législature de l'État du Connecticut 2 fois, aidant à faire passer des lois plus strictes sur le signalement des abus envers les personnes âgées. Le mois dernier, l'émission 60 minutes avait présenté son histoire. La gouvernante qui a sauvé la vie d'un PDG a été diffusée devant 12 millions de téléspectateurs, les demandes d'intervention affluaient de tout le pays. Je la regardais maintenant à travers la fenêtre de mon bureau, dirigeant notre groupe de soutien mensuel dans la salle de conférence. 12 survivants âgés partageant leurs histoires, retrouvant leur voix. Dorothy Palmer, autrefois ma gouvernante, maintenant directrice générale d'une organisation à but non lucratif reconnue au niveau national. Le magazine Time venait de la nommer parmi les 100 personnes les plus influentes dans le domaine de la santé. Elle avait transformé son courage tranquille en un mouvement. Bonjour, Vince. Je me suis retourné. James Mitchell se tenait dans l'embrasure de ma porte, 2 cafés à la main. Mon ancien colocataire d'université me rendait visite tous les jeudis maintenant. Nous prenions un café, examinions des cas, parlions de tout sauf des affaires. Une véritable amitié, le genre qui ne tient pas les comptes. Marcus a envoyé une autre lettre, a dit James prudemment, posant mon café. La 9e en 18 mois, toute non ouverte, empilée dans le tiroir de mon bureau. Toujours pas prêt, ai-je dit. James a hoché la tête. Il comprenait. Certaines trahisons ne guérissent pas avec le temps. Elles deviennent juste des cicatrices avec lesquelles on apprend à vivre. Mon téléphone a vibré. Un SMS de notre travailleur social, Miguel Santos, nouveau signalement. Homme de 82 ans, son fils fait pression pour vendre la maison. Activité financière étrange. Ça semblait familier. Ça l'était toujours. Un autre cas, a demandé James. Toujours un autre cas. J'ai pris mon café. Le mélange spécial de Dorothy, fait avec soin chaque matin. Sur Chaud, un rappel quotidien que certaines personnes choisissent la loyauté plutôt que la commodité. Dorothy a frappé et est entrée, lunettes de lecture perchées sur le nez, iPad à la main. Vincent, le Boston Globe veut une interview sur notre expansion dans le Massachusetts, et le bureau de la sénatrice Warren a appelé, ils veulent que vous témoigniez sur la législation fédérale contre la maltraitance des aînés. 71 ans, et je commençais tout juste le travail le plus important de ma vie. Planifie-le, ai-je dit. Tout ça. Elle a souri. Ce même sourire qui m'avait sauvé la vie quand elle avait chuchoté, ne le buvez pas, comment va Lilian, ai-je demandé doucement. Le sourire de Dorothy s'est effacé. Le service médical de la prison a signalé une santé déclinante. Insuffisance rénale. Elle mourra probablement là-bas. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de pitié, juste un vide là où la famille de mon fils se trouvait autrefois. Et la nouvelle maison d'accueil, ai-je demandé, changeant de sujet. Ouvre le mois prochain. Dilly, sécurité 24 heures sur 24. Nous l'appelons la maison commémorative Eleanor Callahan. Le nom de ma défunte épouse. Elle aurait aimé ça, transformer une tragédie en protection pour les vulnérables. James a levé sa tasse de café. À la famille que nous choisissons. Dorothy et moi avons levé les nôtres. Aux secondes chances, a ajouté Dorothy doucement. À la justice, ai-je fini. Nous avons bu ensemble, 3 personnes liées non par le sang, mais par quelque chose de plus fort. Un but, la loyauté, l'amour. Dehors, Stanford se réveillait. Quelque part dans cette ville, une autre personne âgée était exploitée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais aujourd'hui, ils avaient vers qui se tourner. Ils nous avaient nous, ma vraie famille. J'ai 79 ans maintenant. Une décennie a passé depuis que Dorothy a renversé cette tasse de café et m'a sauvé la vie. Quand je repense à cette histoire vraie, je vois un homme qui confondait succès et héritage, qui croyait que le sang était plus épais que le caractère. J'avais tort. Voici ce que l'histoire de ce grand-père m'a appris, n'ignorez pas les signes avant-coureurs quand quelqu'un que vous aimez commence à vous voir comme un actif plutôt que comme une personne. N'attendez pas que le poison soit dans votre tasse pour poser des questions difficiles. Et ne confondez jamais loyauté et biologie. Je remercie Dieu chaque matin que Dorothy ait eu le courage d'agir quand j'étais aveugle à la vérité. Je remercie Dieu qu'il ait mis quelqu'un sur mon chemin qui valorisait l'intégrité plus que le confort. Et je remercie Dieu qu'il m'ait donné une seconde chance de bâtir quelque chose qui compte, non pas une entreprise valant des millions, mais une fondation qui protège les vulnérables. La fondation Callahan a maintenant aidé plus de 300 familles.
Dorothy a récemment été nommée personnalité de l'année par le magazine Time pour la défense des aînés. Marcus m'écrit des lettres de prison. Je ne les ouvre pas. Ceci est une histoire vraie qui semble encore impossible. Une histoire de grand-père que je n'aurais jamais imaginé raconter. Mais si partager cette histoire vraie protège ne serait-ce qu'un parent âgé de la cupidité de son propre enfant, alors peut-être que la trahison avait un but. La vraie famille ne naît pas, elle se construit. Choisissez des gens qui vous choisissent en retour. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire de grand-père qui compte. Et si vous connaissez une personne âgée qui pourrait être à risque, s'il vous plaît partagez cette vidéo. Elle pourrait sauver une vie, comme Dorothy a sauvé la mienne. Que Dieu vous bénisse tous. Et souvenez-vous, faites confiance, mais vérifiez.